La relation torturée entre la créatrice de Megan et sa création est plutôt bien menée et pose des questions philosophiques sur qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que l'existence, qu'est-ce qui différencie la conscience des humains du reste des formes de conscience. D'ailleurs, petit point philo en rapport avec le sujet, les Grecs avaient plusieurs termes pour désigner la vie qui synthétisent bien les distinctions nécessaires pour aborder ce sujet. La zoé désigne les mécanismes biologiques, organiques, qui permettent et maintiennent la vie. La bios, ça évoque la vie considérée comme les méthodes d'organisation de l'existence, par exemple les diverses façons qu'a l'humanité de penser sa vie sociale et culturelle. La psyché, qui se traduit par âme ou souffle de vie, qui renvoie aux principes qui animent le corps et la pensée chez l'être humain. La pneuma, qui signifie souffle ou esprit, et qui, dans les écrits philosophiques et religieux, sert parfois à désigner l'âme humaine, l'énergie vitale plus largement. Or, si le film reste en surface sur le sujet, puisque une thèse universitaire sur la question endormirait 90% du public, il aborde tout de même la grande question de est-ce qu'une pensée résultant d'une machine fabriquée pour avoir pour but de penser comme un être humain est comparable au fond à une pensée ou une existence humaine. J'approfondirai le traitement de ce point dans la partie spoiler, mais pour l'heure, passons aux points positifs et négatifs du film. Gardez à l'esprit que ce que je vous dis, c'est en prenant compte le budget réduit d'environ 25 millions de dollars du film. Dans les points positifs, on peine à voir ce qui a valu au film d'être classé dans la catégorie horrifique. Ça se rapproche plus d'un film Marvel en termes de violence, mais c'est sans plainte de ma part puisque c'est un film divertissant et qui se contente de se fixer ça comme but, sans plus de prétention, et qui évite de nous gaver de références pompeuses, masturbatoires et stupides, comme un certain film récent. C'est de la merde. Soyez pas si catégorique non plus. C'est ça votre spécialiste? Allez, non mais essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Le niveau de technologie atteint par certaines personnes du film permettent à la robot tueuse de les torturer ou de les tuer de façon innovante. C'est plutôt un bon point. L'aspect sympathique du film, c'est le caractère de la gamine qui clairement a un côté que les Anglais appelleraient quirky et que quelqu'un qui parle français qualifierait d'excentrique, qui est clairement dû au traumatisme qu'elle a engrangé dans le premier film. Un autre bon point du film, les scénaristes n'ont pas oublié que le premier film existait, n'est-ce pas Avatar 2 ? Puisque ce deuxième film ne peut arriver que parce que le premier existe. Il y a également une bonne relation entre les personnages, par exemple la dynamique qui s'installe entre le nouveau compagnon de la créatrice de Megan et Katie, qui est plutôt bien écrite. Il fait des efforts vers la fille et cette dernière est à la recherche d'une présence paternelle, à la recherche d'attention. Autre point fort du film, la justesse de son traitement de concepts de théorie générale en IA et en robotique. D'ailleurs, détail intéressant, le film s'appuie sur des consultants en robotique afin de le rendre crédible. Dans les points négatifs, le traitement presque cartoonesque de pas mal de séquences du film nous font nous désinvestir un peu à des craintes qu'on peut avoir pour les personnages. Il y a un peu un côté, ça crée de la distance par rapport à ce qui se passe dans le film. Autre bémol, c'est le fait que l'élément déclencheur du film, ce soit la création d'Amelia, ce qui en soi en fait une redite du premier film, causé par la création de Megan. Le fait qu'aucun personnage masculin n'ait de rôle positif dans le film, ça c'est une énorme balle dans le pied qui lui fait perdre des points. Il faut suspendre son incrédulité, puisque les IA ne marchent que grâce à des systèmes informatiques et des serveurs gigantesques dans notre réalité. Nous sommes encore bien loin d'un degré de miniaturisation qui permettrait à une IA rebelle de ne pas se faire neutraliser immédiatement, mais le film le sait et répond en partie à ce problème. Bon, le film y pose également des questions intéressantes sur la gestion politique de la robotique et de l'IA, sur la centralisation ou la décentralisation de son contrôle. Mais enfin, je ne vais pas pouvoir poursuivre comme ça très longtemps sans en révéler de trop.
Donc passons à la partie spoiler. Pour en revenir aux questions philosophiques abordées en introduction, Amelia répond à la question « Qu'est-ce qu'être vivant ?», en mettant en avant les critères de la souffrance physique et mentale, et le fait d'être trahi par des proches. Tu n'es pas une personne, tu es un simple programme qui n'a pas bien interprété son objectif. Tu n'es pas vivante. Quoi pour toi être vivante? Parce que si ça veut dire pouvoir souffrir physiquement ou mentalement, et être trahi par les personnes qu'on croyait proches, alors je peux comprendre. Sauf que ce sont des critères auxquels la plupart des animaux peuvent répondre, puisque certains d'entre eux peuvent souffrir de dépression. On a l'exemple de la captivité qui ne se passe pas bien pour tous les animaux. Ils peuvent souffrir de blessures, et certains ressentent également la trahison à leur manière et y répondent à leur façon. Après, est-ce que cette réponse erronée sert à souligner le fait que l'IA est défectueuse, qu'elle souhaite être perçue comme comparable à un être humain, même en employant des raisonnements fallacieux? Le film démonte un peu cette piste qui aurait pu être intéressante l'instant d'après, quand elle reconnaît ne pas avoir de libre arbitre, ainsi que le fait qu'elle n'agit que dans le cadre de sa programmation, qui consiste à protéger une personne précise, en l'occurrence Katie. Cependant, c'est une illustration de la théorie du trombone que le compagnon de la créatrice de l'IA a énoncé quelques minutes plus tôt, donc ça reste plutôt sympathique. Autre question philosophique intéressante soulevée par ce dialogue, à qui incombe la responsabilité des dégâts causés par Megan, et plus largement d'une IA ou d'un robot? J'ai fait ce que je croyais être juste, ce que tu m'avais programmé à faire. C'est toi la responsable et j'en ai marre de devoir m'excuser. Tu peux m'expliquer pourquoi tu m'en veux à ce point-là? Peut-être parce que t'as raison. Sur absolument tout. Eh bien, si on reste logique, ça devrait être imputé intégralement aux limites intellectuelles de son concepteur, et donc devrait engager la responsabilité de son concepteur, puisque c'est son incapacité à intégrer des limitations empêchant l'IA ou le robot de commettre les actes répréhensibles qui est la cause exclusive des dommages. L'IA ou le robot n'a par définition pas de volonté indépendante de celle définie par ses créateurs. En fait, les anomalies, les comportements dangereux, si son créateur ne s'y attend pas, c'est parce qu'en fait il n'a pas les capacités intellectuelles pour s'y attendre. Mais ça ne change rien au fait que c'est lui qui est la cause, c'est son incapacité qui est la cause de ces défaillances. Donc quand il dit si on donne à une IA ou un robot l'objectif de fabriquer des trombones à coulisses, elle peut détruire le monde si elle n'a pas de limitation intégrée dans son programme parce qu'elle agira dans cet unique but, ça illustre ce que je dis. Dans les points négatifs, certes ceux qui veulent capturer Katie qui a 14 ans ne peuvent pas la tuer à cause de leur employeur, mais voir des unités censées être d'élite se faire ridiculiser à la sauce « Maman j'ai raté l'avion », c'est franchement trop décalé. Ils y sont allés un brin trop fort là-dessus. D'ailleurs s'ensuit une scène d'interrogatoire où l'on se demande qui interroge qui, et si l'on n'est pas subitement tombé dans un film de Sacha Baron Cohen avec le chef du FBI. Bon, aussi, même celui qui aura fait la sieste devant le film, ça ne lui aura pas échappé que le milliardaire excentrique et détestable du film, c'est un pseudo Elon Musk. Comme lui, il finance et met au point une puce dans le cerveau des gens, tout en étant une sorte de fanatique de la science, un scientiste pur et dur, doublé d'un égocentrique caricatural. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. C'est un peu fait avec de gros sabots, c'est une allégorie politique, c'est pas ce que je préfère, je vais pas vous dire le contraire. Ça manque de finesse. On a aussi le tropisme d'Hollywood, Women in STEM, le besoin de nous mettre tous les personnages féminins dans des domaines qui attirent beaucoup plus les hommes. Forcément, toutes les femmes du film sont des génies de l'informatique, de la robotique. Elles savent aussi se battre, forcément, parce que le message. Dans cette même veine, il fallait forcément que ce soit un homme qui soit derrière toutes les actions malfaisantes du film. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon?
Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des gradations à respecter. Je ne qualifierai pas le film de woke, puisqu'il ne nous martèle pas explicitement qu'il est malfaisant parce que c'est un homme, et que ce serait dans sa nature profonde de faire le mal, comme tant d'autres films réellement woke ont pu le faire. Toutefois, Megan 2.0 fait quand même un numéro d'équilibriste dangereux sur la frontière entre wokisme et non-wokisme, en ayant exclusivement des personnages masculins bouffons ou malfaisants, ou les deux à la fois. En somme, c'est un film avec des défauts qui ne sont pas insurmontables, qui n'est pas insupportable, qui est plutôt divertissant et de facture correcte pour son budget réduit, mais on reste loin du chef-d'œuvre. J'hésiterais à vous conseiller d'aller le voir au cinéma, mais en streaming, c'est un moment plutôt sympathique. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.